Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Normandie, c'est Nous les Normands, l'émission des amoureux de la Normandie avec, vous connaissez le principe, un grand témoin qui nous accompagne chaque semaine. Lucas Sommeveil est notre invité, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous avez 32 ans, vous êtes médiateur culturel et président de la maison d'édition Hutlagi. Vous êtes aussi passionné de l'histoire médiévale et viking normande, on va parler de tout ça avec vous dans cette émission. Deux chroniqueurs également pour m'accompagner comme chaque semaine dans cette émission. Dominique Kropskov, bonjour. Bonjour Bastien. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va s'intéresser aux sportifs, aux amateurs de planche à voile, de kitesurf, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Eh ben, on attend ça avec impatience. On parlera du vent. On parlera du vent. Et puis Gauthier, le nôtre. Bonjour Gauthier. Bonjour Bastien. Le programme du jour ? Écoutez, j'ai pu lire les ouvrages de l'édition Hutlagi et il y a des contes, des légendes en Normandie méconnues. Je vais vous en raconter une. La fondation de l'abbaye de Montebourg dans le Cotentin. Eh ben voilà le sommaire. Nous les Normands, c'est parti. Lucas Sommeveil est donc notre invité dans cette émission Nous les Normands. Je vous le disais, vous avez donc fondé la maison d'édition Hutlagi. C'était au début de l'année 2025, c'est assez récent. Comment elle est née cette aventure ? Elle est née de mon expérience professionnelle en tant que médiateur culturel en Scandinavie directement. J'ai étudié les langues scandinaves avec ma compagne à l'université de Caen. Et on s'est dit, après avoir travaillé donc dans la médiation et dans la traduction, qu'on aurait aimé se mettre à notre compte, proposer des ouvrages qui nous plaisent sur la Normandie et la Scandinavie à destination du public francophone en général et normand en particulier. Donc derrière ça, il y a forcément un amour pour les livres, j'imagine. C'est ça, un amour pour les livres. On a étudié la littérature scandinave avant tout et parallèlement à ça, la littérature normande pour notre plaisir personnel. Et on a voulu en faire quelque chose de plus concret. Parce qu'effectivement, il y a une spécialité, l'histoire, notamment médiévale, viking, normande. Ça, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous inspire ? C'est ça. J'ai découvert mon intérêt pour la Normandie à travers la période médiévale, comme beaucoup, je pense. Et lors de ma carrière professionnelle en tant que médiateur, j'ai essentiellement travaillé sur les ères médiévales. Pourquoi cet attrait, justement ? C'est une période de l'histoire qui m'a toujours fasciné. C'est une période qui est fondatrice pour l'histoire de la Normandie et je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour découvrir notre région, tout simplement. Vous dites la Normandie a sa culture propre. C'est ça, la Normandie a sa culture propre. On le nie un peu souvent parce que c'est une culture qui est assez proche de la culture française en général, mais la distance n'enlève rien au fait que nous avons notre culture propre, bien sûr. Et vous êtes donc médiateur culturel, vous l'avez rappelé. Ça veut dire quoi, très concrètement ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? C'est-à-dire qu'on transmet quelque chose. Moi, dans mon cas, c'est un héritage historique ou linguistique, que ce soit sur les mondes normands ou bien souvent scandinaves. On travaille, on étudie des sources universitaires, peut-être un petit peu compliquées pour le plus grand nombre des gens, des personnes. Et notre travail, c'est de le rendre plus accessible, justement, pour tous, à tous. C'est important, justement, de rendre plus accessible. Ça ne l'est pas assez aujourd'hui ? Ça l'est assez bien aujourd'hui, mais on peut toujours faire plus, bien sûr. On peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et notre domaine à nous, je pense qu'il n'est pas encore suffisamment développé, c'est-à-dire le monde scandinave, notamment à travers les langues. Je pense par exemple aux runes. On a beaucoup d'imaginaire commun sur les runes. Des fois, ça peut être intéressant de remettre un petit peu de fait historique derrière ça. J'ai lu aussi que vous aviez en projet de faire des ateliers d'initiation aux Normands, c'est vrai ? C'est ça, ouais. On travaille avec une association qui s'appelle la FAL, Fédération des associations pour la langue normande. Et notre objectif, c'est de proposer la langue normande au plus grand nombre. Lucas, ce que vous faites, c'est quand même extraordinaire, à votre âge, de lancer une maison d'édition, surtout dans le contexte actuel, mais surtout avec des sujets qui sont peu visibles aujourd'hui dans la littérature. Je disais tout à l'heure en introduction que j'ai pu lire ce magnifique livre, Les Dictes de Richard sans peur, concrètement pour les personnes qui pourraient être intéressées. Quel est le contenu de ce livre ? Alors ce livre, c'est la réédition d'un texte du début du XXe siècle qui est apparu en feuilleton dans la revue illustrée du Calvados, sur la légende de Richard sans peur. Richard sans peur, c'est Richard
Richard Ier, donc le troisième duc, entre guillemets, de Normandie, le duc qui a eu le règne le plus long de toute l'histoire normande. Alors forcément, beaucoup de légendes sont nées après sa mort. Nous, notre objectif, c'était de présenter ce texte-là du 19e siècle, avec en seconde partie des extraits du roman de Roux, qui est un texte écrit au XIIe siècle, sur cette même légende. L'idée, c'est de montrer la profondeur historique de cette légende, qui démarre donc au XIIe siècle et qu'on retrouve encore sous ces traits assez distinctifs au XIXe. Vous parliez de langue normande. Je crois qu'il y a un collège dans la Manche qui a une classe qui enseigne en fait le normand. Oui, c'est ça. Ouais. À l'origine, il y avait 6 collèges qu'on fermait les uns après les autres. Il y en avait 6, il n'y en a plus qu'un. Oui, il en reste un encore. Ouais. Il en reste finalement, qui s'intéresse à cette langue normande? Est-ce que les jeunes sont demandeurs? C'est ça en fait ma question. Les jeunes sont demandeurs. En fait, les gens en général sont demandeurs. Le problème, ce n'est pas la demande, c'est l'offre. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de structures. Trouver un prof passionné, c'est ça? Exactement. Il y a assez peu de structures pour valoriser cette langue normande. Vous nous faites quelques mots en normand? Bien sûr. Bonjour tous. Pour les filles qui sont en soins de prêchi normand, vous pouvez venir nous voir sur les éditions Itlagi. Excellent. On a à peu près compris. C'est bon, formidable. On passe à la chronique de Gauthier Le Nôtre, histoire de Normand. On va parler de la légende de la fondation de l'abbaye de Montebourg, à l'époque de Guillaume le Conquérant. C'est quoi l'origine de cette Oui, tout légende? à fait. C'est une belle légende et ce qui montre encore une fois que la Normandie est particulièrement bien dotée en légende. Alors, cette légende, elle nous ramène effectivement au Xe siècle, sous le règne de Guillaume le Conquérant. Et c'est l'histoire de 2 ermites, en réalité savoyards, qui sont venus en Normandie, ont passé une nuit sur la plage de Grand-Camp-Mézy, et il se peut que l'un d'entre eux s'appelait Roger. Ce fameux Roger s'est endormi sur la plage, tandis que son autre acolyte dans une barque, qui durant la nuit, avec la marée, a été ramené en Angleterre, dans un village nommé Salisbury, et a été nommé évêque de ce territoire. Mais revenons outre-Manche, chez nous en Normandie, Roger, circonspect, étonné de se retrouver seul du jour au lendemain, est allé marcher jusqu'à Montebourg et, ne voyant toujours pas revenir son acolyte, s'est mis à implorer le Seigneur en disant « Mais quelle est ma destinée? Que dois-je donc faire de ma vie maintenant que je suis seul ?» Et il s'avère que ce Roger s'est mis à jeûner en oraison, sans avoir de réponse divine. Nous sommes dans la légende, encore une fois. Et il n'a pu manger. Les habitants le voyaient par-ci et par-là, dormir sur des bâtons de bois, à même le sol, sur la chaussée. Il était totalement désœuvré, totalement désorienté, au point même que son corps a chassé son esprit, c'est-à-dire qu'il est tombé dans les pommes, et fut donc l'objet d'un songe. C'est-à-dire que la Providence s'est adressée à lui en disant « Tu regarderas le lendemain matin, ou le lendemain, la nuit, où tombera l'étoile, et tu construiras un sanctuaire en hommage à la Vierge Marie. » Alors comment Guillaume le Conquérant est-il intervenu? Eh bien justement, le lendemain, avec cette chute, il l'a perçu, il a commencé, notre bon Roger, à construire cette chapelle, ce sanctuaire, avec du bois, du torchis. Il s'est mis à ameuter tous les passants, les vagabonds, les paysans, et ça a fait du bruit dans le Cotentin. Et lorsque Guillaume le Conquérant est arrivé d'Angleterre, dans le port de Barfleur, eh bien il fut informé de cette nouvelle. Il s'est donc tourné vers son plus fidèle serviteur. Certaines sources nous parlent d'un écuyer, d'autres d'un apothicaire directement. Bref, quelqu'un est allé voir de la cour de Guillaume le Conquérant à Montebourg ce qu'il s'est passé. Effectivement, il y avait une émulation spirituelle. Et il s'avère que l'envoyé de Guillaume le Conquérant n'était plus ni moins que le frère de Roger lui-même. Donc en termes de crédibilité pour ramener les informations à Guillaume le Conquérant, on ne pouvait pas faire mieux. Et au bout du compte, Guillaume le Conquérant, touché par cette initiative, a décidé de donner tous les moyens nécessaires à notre ermite, Roger, pour construire cette magnifique abbaye que vous pouvez d'ailleurs voir diffusée actuellement, rendant hommage notamment à Guillaume le Conquérant avec une pierre à l'intérieur, avec un héritage qui se perpétue aujourd'hui. Qui s'occupe justement de l'abbaye aujourd'hui, alors qu'on la voit, cette abbaye à l'image? Eh bien aujourd'hui, c'est un établissement scolaire, à la fois agricole, mais pas seulement. Donc c'est un véritable lieu d'insertion professionnelle, de formation, qui garde en réalité un aspect originel de ces lieux qui étaient les abbayes, de former, de transmettre. Et vous pouvez d'ailleurs la visiter, cette abbaye, elle est magnifique, elle est ouverte. Et je salue
salue les équipes de direction d'ailleurs de cet établissement qui font partie d'un réseau international. Merci de votre ouverture et surtout ces deux personnes-là, notamment la directrice, restent à votre disposition pour venir la visiter vous-même. Merci beaucoup Gauthier pour cet avant-goût de cette Avec abbaye. plaisir. Ça vous parle cette abbaye? Bien sûr. On est tout près de Valognes, là. Oui, exactement. Dans le Kyo du Cotentin. Alors vous vivez à Caen depuis 2015, je crois, c'est ça? C'est ça, de manière régulière. J'y vivais avant, mais avec des allers-retours. Avec des allers-retours. Et vous nous parliez dans le questionnaire que l'on fait parvenir à nos invités avant d'enregistrer cette émission d'un souvenir marquant de réunion familiale dans une chaumière normande du Pays d'Ouche. Bien sûr, parce que du côté de ma mère, on est issu du Pays d'Ouche. Et on a une ferme. On peut resituer peut-être d'ailleurs le Pays d'Ouche. Conche-en-Ouche. Conche-en-Ouche. Voilà, entre Conche-en-Ouche et Breteuil-sur-Iton, la grande forêt qui est entre ces deux petites villes. Là est notre village familial et ce sont mes plus lointains souvenirs de la Normandie. C'est ces réunions familiales dans cette maison, chaumière normande, à colombage, avec le drapeau normand qui pend au mur. Toujours. Donc c'était vraiment la Normandie. Et les vraiment, chaumières normandes typiques aussi. c'est ça, ouais. La Normandie vraiment vécue. Ouais. Vécue. Moi qui suis un grand amateur de livres, ça fait toujours plaisir de la sentir en vrai. Parmi les lieux qui vous inspirent, vous nous avez parlé du monument Le Chanteur, c'est à la pointe d'Agon. Alors expliquez-nous, racontez-nous un petit peu. Alors Fernand Le Chanteur, c'était un linguiste et un poète normand qui est mort dans les années 70, au début des années 70, et qui a énormément œuvré pour un petit peu uniformiser un petit peu cette langue normande éclatée en plusieurs parlers. C'est lui vraiment qui a eu une réflexion scientifique sur le normand. Et à sa mort, pour lui rendre hommage, on a fait un très grand monument d'inspiration viking, qui a la forme d'un bateau viking sur la pointe d'Agon. Où il y a le phare, en fait. C'est ça, exactement, pas très tout à loin. fait, Alors en plus, c'est magnifique parce qu'on se croirait vraiment parti un petit peu en idyllique, Scandinavie. C'est très idyllique. Et on a... ce monument est dédié à Le Chanteur, mais on a sur chaque pierre, ce sont comme des pierres runiques en quelque sorte, on a les noms de grands poètes normands, ou de grandes personnalités de la Normandie, Jean Hadiguard-des-Gautry, on a Louis Beuve, et on a d'autres, l'abbé Le Légard, et ainsi de suite, des grands auteurs. Alors c'est l'épicentre, on va dire, de la culture normande. Et c'est un lieu où vous allez souvent? De temps en temps, oui. Quand je suis dans le Cotentin, je vais souvent faire un petit crochet par là-bas. Le pèlerinage, non? Voilà, c'est ça. Un lieu de pèlerinage normand, ouais. Vous nous avez aussi parlé d'une tradition que vous aimez particulièrement, je ne suis pas certain de bien prononcer, le Nierber. Le Nierber, C'est exactement, ouais. Prononcer ça, c'est à la Gérièse, c'est comme ça qu'ils le prononcent à Jersey. C'est une sorte de mélasse de réduction de beurre, enfin de réduction, pardon, de pommes, qui fait une sorte de grosse mélasse. Alors il n'y a pas du tout de beurre dedans. Ce qui est intéressant, c'est que ça prend très longtemps à préparer. C'est vraiment des réductions, on met ça sur un feu, et on fait ça pendant 12, 13, 15 heures. On doit remuer en permanence. Donc pour passer le temps, en général, on fait des événements. Alors pendant toute la nuit, il va y avoir de la musique, des chants, des danses, histoire qu'il y ait toujours quelqu'un autour pour touiller la mélasse. Et donc c'est une tradition culinaire, mais par extension, une tradition populaire en fait. Je ne connaissais pas, j'ai découvert ça grâce à vous. Merci beaucoup. Et c'est vrai que cette émission sert à ça aussi, à découvrir des spécialités, des traditions comme ça. Parmi vos souvenirs aussi, il y a ces sorties scolaires. J'ai trouvé ça très poétique sur les plages du Calvados. À imaginer, vous nous avez dit l'Angleterre à l'horizon, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est la première fois où je me suis posé la question, déjà très jeune, qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la mer? On a l'Angleterre derrière la mer, et on a ce côté assez fascinant de se dire qu'il y a toute une autre civilisation, très liée à la nôtre historiquement d'ailleurs, de l'autre côté de l'eau en fait. Et là, et je pense que c'est un sentiment très normand, ou du moins très côtier de manière générale, de ce côté tourné vers l'horizon. Il n'y a pas un petit côté, quand on se tourne vers l'Angleterre, pour les Normands, c'est un autre monde tout de même. On a l'impression que les racines ne sont pas vraiment présentes. Enfin, de premier abord, bien sûr. Ensuite, j'ai visité l'Angleterre, et on sait tout ce qui s'est passé en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. On a eu énormément de destruction. Donc, quand je vais en Angleterre, j'ai le sentiment de redécouvrir une Normandie qui a un petit peu disparu de notre Normandie, justement. Donc, l'originel serait resté en Angleterre, quelque part. Une bouture. Ouais. Une bouture.
Vous nous avez aussi évoqué la fierté à défendre, la fierté normande à défendre. Vous avez parlé forcément de littérature, on y revient, parce qu'il y a un vrai patrimoine normand en termes de littérature. Bien sûr. Il y a un patrimoine normand. Alors un patrimoine normand francophone, on connaît tous Barbey d'Aurevilly, Flaubert, Maupassant, mais il y a un patrimoine normand normanophone. J'ai cité tout à l'heure Louis Beuve, on a Coty-Capel, Marcel Dallarin qui est décédé il y a quelques années. Donc on a des figures récentes, on a David Ferrand au XVIIe siècle, donc aussi des figures anciennes. On a toute une tradition littéraire en langue normande qui est magnifique. Les poèmes de Coty-Capel sont magnifiques. Malheureusement, la barrière de la langue fait en sorte qu'ils sont un peu trop peu connus peut-être. Et vous dites s'intéresser à l'histoire normande permet de s'ouvrir sur l'Europe et le monde. Ah bien sûr. Il faut le rappeler aussi, ça. Bien sûr. Moi, par exemple, j'ai été attiré par la Normandie par un petit aspect, le monde scandinave, un petit peu le médiéval ou viking. Et mon amour pour la Normandie m'a fait découvrir la Sicile, le monde méditerranéen, le Québec, la Scandinavie plus en profondeur, l'Angleterre. On a une vraie ouverture sur le monde. Et c'est pas pour rien que la première association normande qui a été créée à la fin du 19e, qu'on appelait le Souvenir normand, c'était une association à visée européenne, c'est-à-dire avec des liens en Norvège, en Angleterre, en Italie, et ainsi de suite. Parce que justement, à contrario, il y a des textes français ou francophones, mais à contrario, il y a également des textes parlant de la Normandie, venant d'Islande, de Norvège, les sagas par exemple, dont on a évoqué en préparant cette émission. Oui, bien sûr. Alors on a des sagas médiévales qui vont parler de la Normandie, et on a aussi des textes beaucoup moins connus. Par exemple, une saga, entre guillemets, islandaise beaucoup plus récente, qui date de 1802, et qui est la saga de Rollon qui conquit la Normandie. Et là, on a vraiment, sur 50-70 pages, toute l'histoire, réelle ou un petit peu fantasmée, de Rollon qui vient s'installer en Normandie. Avec les noms de villes, on a Rouen, en prononcé à la scandinave. Donc on est dans la sphère vraiment scandinave, mais on parle de la Normandie. Et je lisais récemment un article qui disait que finalement, sur l'époque viking, plus précisément, que tout ce qu'on dit, c'est plus ou moins de la romance. L'époque viking, c'est vraiment, je pense... J'enfonce un petit peu volontairement l'époque viking, c'est l'époque qui fait fantasmer par excellence. Oui. On entend donc tout et n'importe quoi. En fait, l'époque viking, on peut la diviser en deux. On a assez de documents pour... Ah oui. L'époque viking, on peut la diviser en deux aspects. L'aspect universitaire, on a des choses à dire. Et en fait, il y a aussi et surtout l'aspect fantasmé, qui est l'aspect le plus dominant aujourd'hui dans la société. En réalité, les Vikings eux-mêmes, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'ils évoquent en nous. On parlait de tradition, de savoir-faire tout à l'heure. Vous le savez, dans cette émission, on est curieux de connaître ce que vous retenez de la Normandie, ce que la Normandie symbolise pour vous. Alors n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter via le QR code qui va s'afficher à l'écran. Il suffit de flasher ce QR code en utilisant l'appareil photo de votre téléphone. Vous pouvez aussi nous écrire via notre adresse mail rédaction@bfmnormandie.fr ou sur notre ligne WhatsApp, le 06 10 82 63 27, et nous diffuserons évidemment vos messages dans cette émission. La découverte normande de cette émission avec vous, Dominique. On va parler d'un pratiquant de kitesurf qui s'est lancé dans la création d'un objet assez particulier. Alors c'est Antoine de Joibert, c'est un Canet, il est passionné par les sports nautiques et il voudrait toujours savoir si les conditions sont favorables pour partir avec sa planche ou son kitesurf. Alors il a imaginé en fait un objet, une horloge du vent. Alors comme ça, quand on parle d'une horloge du vent, on se dit mais qu'est-ce que c'est ? Alors il dit aussi que communément, lorsque quelque chose vous manque, évidemment, il faut l'inventer. Alors, Antoine de Joibert est expérimenté dans la gestion de projet. Notre inventeur est un autodidacte et il pratique, je l'ai dit, le kitesurf, mais aussi le foil. Alors, forcément, pour connaître les conditions météo, pour lui, il lui faut un instrument et qui manque aujourd'hui. Alors, il a trouvé cet objet. Enfin, en tout cas, il s'est lancé dans la fabrication de l'objet. Alors, justement, en quoi consiste cette horloge du vent ? Alors, depuis 2023, il travaille sur cette horloge. Alors, c'est un système quand même complexe puisqu'il il est âgé de 35 ans, notre inventeur, et dans son horloge se cache une petite carte connectée à Météo France par le Wi-Fi,
de son domicile. Plusieurs fois par jour, elle se met à jour, cette petite carte, en suivant un modèle de météo nommé Arome, ça c'est pour les techniciens, qui permet d'avoir des précisions sur 48 heures. Voilà. Alors le tout se matérialise, on voit les images sur l'horloge par une aiguille qui indique la direction du vent, du jour et des suivants. Une petite jauge donne la force du vent établi en nœud et une autre donne aussi la force des rafales. Les jauges permettent d'afficher la force du vent et des rafales, pour l'instant à J+1 et à J+2. C'est déjà bien. C'est bien. Et Antoine de Joibert a prévu de sortir un objet plutôt design. Ouais, alors c'est un bel objet, on a vu les images. Côté design, Antoine de Joibert précise que le fond de chaque cadran représentera évidemment la ligne de côte que désire le client, quel que soit d'ailleurs si on est en Normandie, mais ailleurs dans le monde, hein, ça sera un produit quand même international. Actuellement, Antoine partage les étapes de son projet sur Instagram évidemment et YouTube, et il travaille donc sur son prototype qui sera normalement commercialisé en 2026. Mais il faut savoir que cet objet servira aussi pour les parapentistes, mais aussi pour les cyclistes, donc de multiples usages. Il fallait y penser. Bravo à notre Normand. Les Normands ont des Bravo. idées. On va terminer avec vous cette émission. C'est notre rendez-vous question pour un Normand tout de suite. J'ai 10 questions pour vous, avec à chaque fois un choix à faire. D'abord, les moules de Barfleur ou les coquilles Saint-Jacques de Port-en-Bessin. Qu'est-ce que vous préférez? Coquille Saint-Jacques de Port-en-Bessin. Pourquoi? Je préfère la coquille Saint-Jacques. La Cité de la Mer de Cherbourg ou le Musée maritime de Rouen? Cité de la mer de Cherbourg. La baie du Mont-Saint-Michel ou l'estuaire de la Seine? Baie du Mont-Saint-Michel. C'est toujours un lieu à Ah part. oui. Ah oui, oui, c'est magnifique. Vous y allez souvent? Quand j'ai l'occasion. Les cabanes de plage de Deauville ou celles de Saint-Valery-en-Caux? Saint-Valery-en-Caux. Ah ouais. Merci pour maritime. la maritime. C'est vrai que là, Il en faut un peu. il en faut un peu, c'est vrai. Le festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair ou le festival Papillon de Nuit dans la Manche? Je dirais Beauregard parce que c'est celui que je connais. C'est à côté de chez vous. Voilà. Le cimetière américain de Colville ou le cimetière britannique de Bayeux? On parlait des cimetières. Le cimetière britannique de Bayeux. Pourquoi? Pour une phrase assez jolie qu'ont écrit les Anglais dessus. Alors je ne me rappelle plus exactement cette phrase, mais c'était les anciens conquis sont venus libérer les anciens conquérants, en référence à la bataille d'Hastings, justement. Ça vous parle? Ah oui. Un tour en canoë dans la Suisse normande ou bien dans la vallée de la Seine? La Suisse normande. Ça a son charme. Ça a son C'est charme. plus calme. C'est plus calme, c'est vrai. Un feu d'artifice à Honfleur ou à Trouville? Honfleur. Honfleur. L'accent du pays d'Auge ou l'accent du pays de Caux? Ouh là là, difficile à dire. L'accent du pays de Caux est plus prononcé que celui du pays d'Auge. C'est la même langue finalement, entre guillemets. Oui, c'est la même langue. Ouais, c'est vrai. C'est des Il n'y a pas de variantes, différence. c'est des variantes dialectales de la même langue. Mais justement, comment on fait pour préserver? On parlait de préservation tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on dans la vie de tous les Oui. jours, on n'entend pas ces accents forcément. Non. Ça se perd. Parce que pour le préserver, il faut tout simplement conserver ce qui fait les traits distinctifs du normand, hein. Qu'est-ce qui vraiment fait l'essence du normand, et l'utiliser au maximum. Le normand est une langue très proche du français, donc c'est pas un effort très difficile. Il faut juste avoir la volonté de le faire. Et une dernière question, du shopping à Rouen ou à Caen? Caen. J'aurais Caen. parié sur cette réponse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour l'avenir? De la réussite avec Utlagi. Ouais. Il y a plein de projets en cours. Ouais, il y a plein de projets en cours. Là, on travaille sur un livre qui va sortir bientôt. On veut profiter des derniers instants du millénaire de Caen, parce que cette année, c'est l'année du millénaire de Caen. Et donc, on a prévu de sortir un livre dans les semaines qui viennent, voire les jours qui viennent, sur l'histoire de Caen et de la région caennaise à travers ces noms de lieux. Et Justement. il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. C'est important, justement, un rendez-vous comme celui du millénaire, vous qui aimez l'histoire. Ah oui, ce sont des périodes, ce sont des événements qui marquent. Donc forcément, c'est là où on va dire ce que nous, on dit toute l'année, mais cette fois-ci, plus de gens vont écouter. Qu'est-ce que vous retiendrez de notre invité? Moi, je retiendrai surtout le panache. Le panache de créer une maison d'édition. Vraiment, je le disais tout à l'heure, dans le contexte actuel, et surtout sur des sujets très, très pointus. L'ouvrage que vous avez ramené sur les runes, peut-être le montrer aux téléspectateurs, mais ça nous emmène vraiment des siècles auparavant, et vous avez mis le nez dedans avec votre compétence, et vous participez en réalité à la démocratisation de tout ceci. Donc ouais, je retiendrai le panache. Dominique? Pour moi, c'est quelqu'un qui fait vivre la Normandie.
Et c'est bien de voir que la jeune génération, finalement, porte cette Normandie. Et ça fait plaisir, parce que je pense qu'il y a encore 20 ans, on en était loin. On avait un peu quitté nos racines. Ouais. C'est une impression, en tout cas. La réunification a dû rejouer aussi dans notre Oui, tout à amour fait. pour la Normandie. Tout à fait. Un grand merci à vous. Merci Bravo. beaucoup, Lucas Somveil, d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes le président de la maison d'édition Huttlaguy, avec plein d'ouvrages à découvrir et de nouveaux à sortir prochainement. Merci d'avoir été notre invité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre application BFM Normandie et sur l'application RMC+. Dans un instant, la suite de nos programmes et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Nous les Normands.